Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation du Nouveau Monde Éditions, présentent Heydrich, l'homme clé du Troisième Reich, d'Édouard Kalick, lu par Lazare Herson-Macarel. Introduction. L'exécution de la sentence. Le 27 mai 1942, à Prague, l'Obergruppenführer SS Reinhard Heydrich, protecteur par intérim du Reich pour la Bohême et la Moravie, est victime d'un attentat. Une bombe est lancée sur le cabriolet Mercedes couleur Feldgrau, dans lequel Heydrich se rendait à son bureau. Grièvement blessé, on le transporte immédiatement à l'hôpital Bulovka. Le communiqué officiel décrit ainsi l'événement. Le 27 mai, vers 10h30, un attentat a été commis sur l'Obergruppenführer Heydrich. Sa voiture venait de Jungfernbressan, Panenske Brezani, et suivait la Kirchmeierstraße dans le quartier de Prague-Liben. Elle allait s'engager dans la rue V. Olzovikar, en direction du centre, lorsqu'un homme lui a barré le chemin et tenté de tirer au pistolet mitrailleur sur les passagers. Simultanément, un deuxième homme a jeté une bombe qui explosa sous le choc. Après l'attentat, l'un des criminels s'est enfui par la Kirchmeierstraße et la rue Nakolininske jusqu'à la rue Nazapalsi. Arrivé au numéro 22, où se trouve la charcuterie de Franz Brauner, il a tiré plusieurs coups de feu, puis il a pris la rue V. Olzovikar, vraisemblablement en direction de la ville. Le deuxième criminel s'est enfui à bicyclette le long de la Kirchmeierstraße en direction du quartier Altlieben. Tous les efforts des médecins furent vains, comme ceux des spécialistes de Berlin envoyés par Hitler. Tandis qu'ils essayaient de sauver la vie d'Heydrich, plus de 60 000 policiers se mettaient à la recherche des francs-tireurs. Le 4 juin 1942, vers 10h, la radio de Prague diffuse l'information suivante. L'Obergruppenführer et général de la police, chef de la police secrète de l'État et de l'administration principale de la sûreté du Reich, protecteur par intérim du Reich pour la Bohême et la Moravie, Reinhard Heydrich, a succombé aujourd'hui à ses blessures. À peine la nouvelle de la mort d'Heydrich est-elle connue à Berlin que Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, constitue un comité officiel d'obsèques. Hitler ordonne que le corps soit transféré dans la nouvelle chancellerie. Les solennités funéraires doivent être une manifestation de la reconnaissance du Troisième Reich envers l'œuvre accomplie par le chef de sa sûreté. La dépouille d'Heydrich est d'abord transportée de l'hôpital au château de Jungfernbressan, où l'on a dressé un catafalque. De nombreuses personnalités représentant le Parti national-socialiste, la police, les Waffen-SS, les services de sécurité veillent le mort. L'un des premiers à venir s'incliner devant le cercueil est Emil Hácha, président de l'État du protectorat de Bohême et de Moravie. Les forces d'occupation allemandes font de la levée du corps d'Heydrich une cérémonie militaire telle que les habitants de Prague n'en avaient encore jamais vue. Quant aux funérailles nationales à Berlin, auxquelles participent le Führer, les membres du gouvernement et l'état-major, elles sont une impressionnante démonstration de deuil. Les dirigeants du parti nazi pleurent l'homme qui fut le policier irremplaçable, celui qui, de 1931 jusqu'au jour de l'attentat, a dirigé le service de la sûreté du parti, assumant immédiatement après la prise du pouvoir les fonctions les plus importantes, jusqu'à devenir en 1936 le chef redouté de la police de sûreté de l'État. Tous ces Führers nationaux-socialistes ont de bonnes raisons de déplorer la perte de ce super policier. Quelle contribution à la consolidation de la dictature fasciste en Allemagne peut-on comparer à la sienne ? N'a-t-il pas été le metteur en scène secret du coup d'État des 27 et 28 février 1933, lorsque les nazis ont incendié le Reichstag, créant ainsi un prétexte pour s'emparer de la totalité du pouvoir et fonder les premiers camps de concentration pour y faire interner ses victimes par milliers ? C'est à lui qu'on doit également la nuit des longs couteaux, le 30 juin 1934, au cours de laquelle furent massacrés sans jugement 83 adversaires du Führer, en réalité pas moins de 200, choisis surtout dans les rangs du parti. De 1933 à 1942, son imagination et sa capacité d'exécution sont à l'origine de toute une série de provocations d'une extrême habileté
qui ont permis à Hitler d'agir contre ses ennemis avec une efficacité jusqu'alors inconnue. Cet Obergruppenführer SS de 37 ans, ayant donc rang de général d'armée, n'a pourtant jamais été membre du gouvernement. Bien plus qu'un ministère, l'administration centrale de la Sûreté du Reich ne s'en trouvait pas moins sous ses ordres en totalité. En outre, il était devenu indiscutablement le bras droit du Reichsführer SS Heinrich Himmler qui avait, pour sa part, bâti un État dans l'État, un empire dont les runes nordiques SS et la tête de mort constituaient les symboles. L'après-midi du 9 juin 1942, dans la salle des mosaïques de la nouvelle chancellerie, se déroulent les funérailles de ce potentat du Troisième Reich. Après l'oraison funèbre prononcée par Himmler, Adolf Hitler s'avance vers le cercueil. À propos de ce mort, je ne dirai que ces quelques mots. Il fut l'un des meilleurs nationaux-socialistes, l'un des plus forts défenseurs de l'idée du Reich allemand, l'un des plus grands adversaires de tous les ennemis du Reich. Il est tombé en martyr pour le maintien et la sécurité du Reich. En tant que Führer du parti et Führer du Reich allemand, je t'accorde, mon cher camarade Heydrich, après notre camarade Todt, la plus haute distinction que je puisse décerner, le plus haut grade dans l'ordre allemand. En effet, lorsqu'il fallait nouer une intrigue contre les communistes, les sociodémocrates ou les dignitaires de l'Église, ou perfectionner les persécutions contre les Juifs, le chef suprême de la police secrète d'État, Geheime Staatspolizei ou Gestapo, Reinhard Heydrich, répondait toujours présent. De même, c'est lui qui, en février 1938, manigançait la chute du maréchal von Blomberg et du général von Fritsch. Les 9 et 10 novembre 1938, on le retrouve organisant, intensifiant le pogrom sauvage contre les Juifs, connu sous le nom de Nuit de cristal. C'est encore lui qui prépara le pseudo-attentat contre le poste émetteur de Gleiwitz, fournissant ainsi à Hitler un nouveau prétexte pour contre-attaquer la Pologne le 1er septembre 1939. C'est toujours lui qui fera enlever le 9 novembre 1939, à Venlo, en territoire hollandais, 2 officiers des services secrets britanniques, Stevens et Payne Best, pour les conduire en Allemagne. C'est lui encore qui mène personnellement l'enquête sur le prétendu attentat de Munich et qui découvre, comme le commandent alors les intérêts du Reich nazi, que cet attentat a été ourdi par l'Intelligence Service, c'est-à-dire par le gouvernement britannique. Le 10 mai 1941, au moment où Rudolf Hess, l'adjoint du Führer, s'envole pour l'Angleterre, Reinhard Heydrich, par hasard sur la Manche, est en train de passer l'examen final d'un stage de la Luftwaffe. Enfin, c'est lui qui sera l'initiateur de la fameuse conférence de Wannsee, tenue le 20 janvier 1942 à Berlin, au cours de laquelle on prendra la décision d'appliquer ce qu'on a appelé la solution finale du problème juif, c'est-à-dire la déportation et l'anéantissement de tous les Juifs. En exterminant tous ceux qui défendaient d'autres idées et qui appartenaient à d'autres races, Heydrich s'en tenait rigoureusement aux directives morales et philosophiques formulées comme suit par Hitler et Himmler. La nature est cruelle, aussi devons-nous, nous aussi, être cruels. Si, sans la moindre compassion pour le sang précieux qui est versé, j'envoie la fleur du peuple allemand dans l'enfer de la guerre, alors nous avons certainement le droit d'éliminer des millions d'êtres humains appartenant à des races inférieures et qui se multiplient comme de la vermine. Adolf Hitler. Ce qu'il advient des Russes, comme ce qu'il advient des Tchèques, m'est totalement indifférent. Que les autres peuples vivent dans le bien-être ou qu'ils crèvent de faim ne m'intéresse que dans la mesure où nous avons besoin d'eux comme esclaves pour notre culture. Que lors de la construction d'un fossé anti-char, 10 000 femmes russes crèvent d'épuisement ou non, ne m'intéresse que dans la mesure où le fossé anti-char sera terminé pour l'Allemagne. Heinrich Himmler. Un génie technocratique ? Heydrich et ses services secrets ont contribué de façon extrêmement importante à la prise du pouvoir par le national-socialisme et à sa consolidation. Sans la collaboration et l'efficacité de ce chasseur d'hommes, Hitler aurait à peine imaginé et encore moins tenté de réaliser son rêve de domination mondiale. L'attentat de Prague a donc paralysé les centres nerveux de cette hydre aux têtes multiples. Les chefs nazis, atteints au cœur par la mort de leurs super-policiers, se sont vengés comme ils ont pu. Des répressions sanglantes secouèrent le protectorat et toute l'Europe. Rien qu'en Bohême et en Moravie,
700 personnes furent exécutées et environ 15 000 autres arrêtées. L'anéantissement atroce de Lidice, un village tchèque, acte de vengeance lui aussi, entra également dans l'histoire. Une seule phrase tirée d'un projet de communiqué de la Gestapo nous renseigne sur ce crime. La totalité de la population du bourg de Lidice, comptant 483 habitants, a été arrêtée le 9 juin et on a procédé avec elle comme suit. Les hommes adultes ont été passés par les armes, les femmes transportées dans des camps de concentration et les enfants conduits vers des centres éducatifs appropriés. Heydrich, l'un des plus grands criminels de l'histoire, demeure la figure la plus énigmatique de l'entourage d'Hitler. Plusieurs raisons à cela. D'une part, Heydrich et ses collaborateurs ont toujours veillé à ce qu'aucun document ne pût, dans l'avenir, témoigner de leur forfait. D'autre part, après la catastrophe de 1945, les survivants de la Gestapo mirent en circulation une quantité invraisemblable de légendes, dans le seul dessein de camoufler la nature véritable de l'homme cruel que fut Heydrich, ainsi que celle des membres de sa mafia. De nombreux témoins l'ont décrit par conséquent comme le génie technocratique du Troisième Reich. Leur version, que certains historiens adoptèrent volontiers, tend à placer le personnage Heydrich sous l'éclairage d'une panne de l'histoire et à prouver qu'il ne fut pas le produit de l'idéologie ou de la continuité de l'impérialisme allemand, mais que son évolution provenait au contraire de la structure et de la mécanique fonctionnelle du Troisième Reich. Une telle explication se révèle aberrante et, on le reconnaîtra, dépourvue de toute objectivité. Pure spéculation. Elle nous fait apparaître non seulement Hitler, mais l'ensemble du système national-socialiste dans un miroir déformant, ce qui empêche de donner la seule vraie réponse. En automne 1941, contrairement à ce qu'écrivent de nombreux historiens, Hitler n'envoya pas Heydrich à Prague pour rétablir l'ordre en Bohême et en Moravie. Le protecteur intérimaire n'avait pas non plus l'intention de prendre des mesures en vue d'un accord honnête entre Allemands et Tchèques, même si tel ou tel historien allemand ne cesse de nous l'affirmer. Car immédiatement après son arrivée à Prague, le nouveau maître, en guise d'avertissement, a fait fusiller 200 citoyens tchèques et jeter plusieurs milliers d'autres en prison. Le 2 octobre 1941, dans le premier discours qu'il a prononcé au château du Hradčin devant les chefs politiques et militaires de la Bohême et de la Moravie, Heydrich n'a rien dissimulé de son projet. Cet espace doit être une fois pour toutes colonisé par les Allemands. Pour le germaniser définitivement, je ne vous dirai pas que nous voulons essayer, en restant dans le vague et en employant de vieilles méthodes, de rendre allemande cette canaille tchèque. Je vous dirai tout à fait objectivement, nous allons commencer par les choses qui peuvent être entreprises dès aujourd'hui, mais en les camouflant. Pour examiner ce qui est germanisable dans cet espace, je dois procéder à un inventaire du point de vue du peuple et de sa race. Initialement, il s'agissait avant tout de maintenir la production nécessaire. La mission d'Heydrich à Prague se définissait de façon précise, transformer la Bohême-Moravie, respectée par les bombardiers anglo-américains, en armurerie du Troisième Reich, exemple éclatant et modèle pour tous les autres territoires. Les plus proches collaborateurs du protecteur voyaient déjà en lui le successeur du Führer. 42 ans après sa mort, les historiens discutent toujours de son véritable caractère et de son rôle dans l'Empire nazi. Pour se représenter objectivement cette figure clé du Troisième Reich et retracer sa contribution à l'essor et à la chute du nazisme, il importe de respecter la méthode classique, d'écrire sa jeunesse et la formation d'officier de marine qu'il reçut, mais aussi la période de son action chez les SS avant son admission à la Maison Brune, ainsi que ses activités dans le Troisième Reich, en Bohême et en Moravie. Heydrich représente un produit typique de la société allemande de son époque, c'est-à-dire de l'esprit qui a régné en Allemagne pendant la première moitié du XXe siècle. Enfant, la Première Guerre mondiale le marque. Adolescent, l'effondrement de l'Empire allemand et la fondation de la République de Weimar le secouent. Jeune homme, il rejoint le mouvement national-socialiste et, en 1933, il participe à la prise du pouvoir par Hitler. Le régime nazi lui permet d'atteindre le zénith de ses rêves. À la fin de cette carrière, nous comprendrons pourquoi, le 27 mai 1942, le bourreau de Prague a été exécuté selon les instructions de la résistance tchécoslovaque et de ses représentants à Londres, sous l'autorité du président Edvard Beneš. Cette figure, prétendument énigmatique du Troisième Reich, nous la placerons sous le feu des projecteurs alimentés par les récits des témoins
et les documents irréfutables. Nous parviendrons ainsi à mieux comprendre les conditions qui favorisaient le développement du national-socialisme, pourquoi les différents ressorts de l'État totalitaire fonctionnèrent si parfaitement, et comment la propagande et la terreur policière contribuèrent d'une façon si déterminante au succès du régime hitlérien. C'est seulement en parvenant à sonder à fond le cœur et les reins de ce monstre humain que fut Heydrich que nous comprendrons pourquoi l'élite de l'Allemagne d'alors a placé à la tête de son État, de 1933 à 1945, des individus comme Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich. La vie d'Heydrich ne reflète pas seulement le mécanisme de l'État créé par le fascisme allemand avec son idéologie démente de la race. Elle nous montre, par des documents incontestables, l'opportunisme d'une majorité écrasante de cette prétendue élite. Sans des hommes du type d'Heydrich et les SS, ces locomotives de la révolution raciale, la guerre d'agression et les génocides de 1939-1945 demeurent inimaginables. Or, avant sa fin violente, on connaissait à peine à l'étranger ce haut dignitaire du Troisième Reich. Cette personnalité invisible, qui tirait les fils de la guerre secrète, agissait d'après un seul principe : tuer, tuer, toujours tuer. Car l'humanité, pour lui, se situait au niveau de la bête de proie. Il a été l'architecte de ces chambres à gaz où s'anéantirent des millions de vies humaines dans les camps d'extermination de l'Est. Les générations d'après 1945 se demanderont comment le fils d'une grande nation civilisée devint le meurtrier le plus atroce et le plus efficace de toute l'histoire mondiale. L'auteur de ce livre tient pour son devoir, après tout ce qu'il a connu et vécu lui-même sous le Troisième Reich et par la suite, d'apporter sa contribution à une meilleure compréhension de cette période. La vérité historique est et demeure la pédagogie la plus utile pour un peuple, seul capable d'immuniser les générations futures contre le bacille national-socialiste et de prévenir ou d'empêcher totalement une rechute dans cet abattardissement de l'homme caractérisant le Troisième Reich. D'après l'opinion de certains historiens de tendance révisionniste, Hitler et ses sbires n'agirent pas de leur propre chef. Tout leur a en quelque sorte été imposé du dehors. Hitler ne fut en mesure d'accomplir ses forfaits que parce que les conditions extérieures lui étaient favorables, ou parce que les fautes imprévisibles des autres lui en offraient l'occasion, ou encore parce que le service secret de Göring, le Forschungsamt, lui permettait de connaître les conversations diplomatiques téléphoniques de ses adversaires, ou enfin parce que des nécessités stratégiques l'obligeaient à agir contre sa volonté. La biographie d'Heydrich nous révèle que le Führer et ses acolytes ont été, grâce à leur organisation, capables de créer les conditions historiques qui déchaînèrent sur le monde l'ouragan de la guerre. Aussi est-ce avec une certitude tranquille que nous les définissons comme des monstres. Non parce que nous cherchons à les démoniser, à les muer en phénomènes de l'histoire, mais parce que l'expérience des peuples réduits en esclavage et l'analyse des événements à l'intérieur du Troisième Reich montrent sans équivoque possible la facilité avec laquelle n'importe qui peut se métamorphoser en l'un des plus monstrueux des monstres humains, du simple fait de son appartenance à une nation qui se prétend supérieure. En fait, il a fallu ce sentiment d'appartenance pour que les chefs du Troisième Reich se considèrent comme les enfants prodiges de l'histoire, et qu'ils s'efforcent de se hisser en tant que peuple de seigneurs au-dessus des autres nations et des autres races. L'organisation de destruction des vies humaines créée par Heydrich reprend bien ce glaive teutonique meurtrier. D'après la doctrine raciste des nazis, le seul moyen d'affranchir définitivement le germanisme de toute contrainte résidait là. Puissent nos lecteurs voir dans la vie de Reinhard Heydrich un exemple redoutable. Puissent-ils prendre conscience de la facilité avec laquelle une idéologie fausse et dangereuse recèle la capacité de transformer les hommes de l'ère technologique en assassins réellement sataniques. Chapitre 1. Reinhard, l'enfant prodige et les seigneurs du monde. Bruno Heydrich, le père de Reinhard, gagnait sa vie comme professeur de musique et compositeur. À vrai dire, au cours des années passées à Halle, il se forgea une certaine réputation, mais sa situation modeste, comme on le verra plus loin, les railleries que lui valait une prétendue origine juive, gâtèrent la satisfaction qu'il comptait en tirer.
afin de parvenir à abaisser, ne serait-ce que partiellement, le mur infranchissable que la bonne société dressait devant tout citoyen à l'origine aryenne non garantie, Bruno Heydrich se crut obligé de s'affirmer essentiellement artiste germanique et nationaliste convaincu. Son enthousiasme pour Richard Wagner, créateur avec ses opéras du mythe de la culture teutonique, allait donc de soi. Le désir forcené du jeune musicien de parvenir, grâce à son art, jusqu'aux couches supérieures de la société le stimula et l'incita à accomplir une série de véritables prouesses. Étudiant au Conservatoire royal de Dresde, il rêvait de paraître sur la scène en ténor héroïque de l'opéra wagnérien et de recueillir les applaudissements enthousiastes d'un public aisé et ravi. Avant d'entrer au conservatoire, il avait déjà joué dans l'orchestre de Meissen, la ville de la porcelaine de Saxe. Son but, devenir compositeur, chef d'orchestre et ténor, ne s'accomplirait, il le comprit alors clairement, que s'il obtenait le diplôme du conservatoire de Dresde. Aussi commença-t-il à y étudier en 1879, pour en sortir 3 ans plus tard, en 1882, avec des notes excellentes, et se voir aussitôt offrir un contrat de contrebassiste par Hans von Bülow, le chef de l'orchestre royal de Dresde. Bien entendu, pour ce garçon de 20 ans, cette situation ne représentait qu'une étape, son ambition le propulsait. Aussi poursuivit-il ses études au conservatoire. Sa seule ambition, devenir compositeur et chef d'orchestre. Son professeur, un certain docteur Wüllner, jugea que la voix de son élève possédait une grande sonorité, si bien qu'il lui dit un jour « Vous avez un matériau vocal de très bonne qualité, vous devriez cultiver votre voix ». Il le recommanda au professeur Georges Eugène Kranz, qui fut impressionné par la passion et le zèle infatigable de son nouveau disciple. Bruno Heydrich mena à bonne fin ses études et, en 1887, après un examen couronné de succès, le théâtre de la cour de Sondershausen, sur la recommandation de son professeur, l'engagea comme chanteur d'opéra. Il y resta jusqu'en 1889, plaisant énormément au public local, surtout dans son interprétation du rôle de Lionel dans Martha, l'opéra de Flotow. Mais ce théâtre, pour cet artiste ambitieux, ne pouvait borner la route le menant à la consécration d'interprètes fêtés des œuvres de Wagner, son objectif suprême, maintenant que le maître en personne ne se révélait plus accessible. En effet, Wagner disparut en 1883, peu après que Bruno Heydrich eut obtenu son premier diplôme au conservatoire et alors qu'il ne caressait pas encore l'idée d'entamer une carrière de chanteur. Sa puissance de travail, ses succès dans Lohengrin lors d'une tournée à Magdebourg et les recommandations de ses professeurs lui facilitèrent une rencontre, à Bayreuth, avec Cosima Wagner, veuve de l'idole disparue. Son enthousiasme renforcé, Heydrich partit pour la Saxe. Des engagements au théâtre de Braunschweig, de Halle, de Francfort, d'Amsterdam, de Gand et de Bruxelles, puis de nouveau à Cologne, lui fournirent de nombreuses occasions d'incarner les personnages de Wagner. Au cours de son séjour à Cologne, la presse rhénane salua tout simplement en lui l'incarnation du héros wagnérien. Cette réussite artistique lui apporta également la sécurité matérielle. Bruno Heydrich pouvait désormais exiger jusqu'à 1000 marks par soirée, rémunération considérable et assurant pourtant tout juste ses propres frais, ainsi que ceux de sa mère devenue veuve et de ses 5 frères et sœurs. Bruno Heydrich songea alors à fonder sa propre famille. Il espérait obtenir la main de la fille de son professeur, le conseiller au Lick Kranz. Depuis son départ de Dresde, il demeura en relation suivie avec lui et sa famille, de mentalité fort puritaine, et quand il revint dans cette ville, chanteur fêté par tous, Elisabeth Maria Anna Amalia Kranz accepta avec fierté sa demande en mariage. Si son futur beau-père jouissait aussi de la réputation de wagnérien enthousiaste, le fanatisme de Bruno Heydrich dépassait de beaucoup le sien. « Je suis un wagnérien absolu », aimait-il répéter. Cependant, lors de son séjour à Cologne, pendant ses loisirs, entre les répétitions et les représentations, il composa un opéra. Ignorant la modestie, il se voyait déjà triompher comme compositeur, librettiste et grand premier rôle à l'Opéra de Berlin, fêté par l'empereur et la cour. Richard Wagner trouva ses mécènes chez les Wittelsbach. Bruno Heydrich s'imaginait rencontrer ses bienfaiteurs auprès des Hohenzollern. Grâce à Guillaume II, il verrait toute l'Allemagne à ses pieds. Il nourrissait envers la noblesse une vénération et une admiration sans réserve. Enfant, il dédiait déjà ses premières compositions à des princes et à des princesses.
Alors que les rejetons des familles aisées considéraient les études au conservatoire comme une sorte de passe-temps, elles furent pour Bruno Heydrich la condition préalable et indispensable d'un gagne-pain. Dans sa peur panique de voir sa différence de situation avec ses condisciples compromettre l'élévation à laquelle il aspirait, il veilla donc soigneusement à ne jamais parler de ses origines. Personne ne devait connaître les conditions misérables de son enfance lorsqu'il courait de foire en foire comme violonneux. Mais quelle honte au fond à cela! Quel détail menaçait donc de réduire à néant sa réussite sociale si jamais on l'apprenait? Le héros Reinhardt et les fondements du XXe siècle. Dans l'une de ses œuvres musicales, Bruno Heydrich, le père du futur protecteur de Bohême et de Moravie, a créé un héros symbolique du nom de Reinhardt. Quelle en fut la genèse? Le père de Bruno, Karl Julius Reinhold Heydrich, né le 15 mars 1837 à Arnsdorf, passa son existence à Lommatzsch, une petite ville près de Meissen. Karl Heydrich était menuisier, et comme il n'exécutait que des travaux occasionnels, il vivait dans la plus grande misère. Sa femme, Ernestine Wilhelmine Linder, née le 8 mai 1840 à Lommatzsch, mit au monde Bruno le 23 février 1862. Peu de temps après la naissance de l'enfant, la famille s'installa à Meissen, où Karl, le père, mourut bientôt. La mère épousa en secondes noces un ouvrier, Gustav Robert Zuss, dont elle eut 5 filles. La vie de ses parents semblait, bien entendu, peu apte à favoriser l'essor social du musicien maladivement ambitieux qu'ils avaient pour fils. Aussi Bruno transforma-t-il son père, menuisier et travailleur occasionnel, en un facteur de piano hautement doué et bien établi, transmetteur de son amour de la musique à ses enfants. En réalité, ce furent les instituteurs de l'école communale de Meissen qui découvrirent et secondèrent ce penchant chez leurs élèves. La généalogie inventée par Bruno Heydrich à l'usage de la bonne société reçut son dernier coup de vernis quand le chanteur et compositeur conduisit à l'autel la fille du conseiller Aulic. Difficile d'imaginer pour le fils d'un simple menuisier un tel honneur. L'aveu honnête de son origine eût entraîné, selon sa conviction, la fin précoce de sa carrière. Lorsque, à Bayreuth, Cosima Wagner lui conféra une dernière couche de poli authentiquement wagnérien, des problèmes nationaux surgirent. En plus du travail artistique, à la mode, le persiflage des Juifs connus dans la finance et dans le monde de la culture allemande était de bon ton. Les Wagner pouvaient apporter une contribution particulière à de telles discussions, car Cosima n'hésitait pas à distribuer généreusement à ses amis et à tous ceux que la question intéressait l'œuvre capitale de son célèbre gendre, Houston Stewart Chamberlain, Les fondements du XIXe siècle. D'une façon significative, un mot de Goethe figurait en exergue du livre de l'anglais Chamberlain. « Nous professons que nous appartenons à l'espèce qui, sortant des ténèbres, lutte vers la clarté. » C'est à cette espèce telle que l'entendait Chamberlain que Bruno Heydrich aspirait lui aussi appartenir. Il espérait surtout être présent quand elle sortirait des ténèbres pour gagner la clarté. C'est en Angleterre que le professeur allemand de Houston Stewart Chamberlain avait inoculé à ce dernier le virus du pangermanisme. Chamberlain se rendit en Allemagne afin de consacrer son existence à ce pays. Dans tous les génies de l'humanité, il croyait reconnaître la lignée aryenne. Condamnant les Juifs, il s'arrogea le droit de faire de Jésus-Christ le fils d'un soldat romain. Le créateur de la Divine Comédie, Dante Alighieri, devint pour lui, suivant en cela l'exemple des antisémites viennois du tournant du siècle, un génie d'origine allemande du nom d'Aldiger. De Cologne, Bruno Heydrich se fit envoyer la 4e édition, 1903, de cette Bible du germanisme. L'importance que Chamberlain attribuait aux idées l'enivra littéralement. Elles, les idées, saisissent l'humanité avec une puissance impérieuse. Elles enserrent la pensée comme un oiseau de proie. Personne ne peut se défendre contre elles. Aussi longtemps que domine une représentation particulière, on ne peut rien faire qui réussisse en dehors de son orbite. Celui qui n'arrive pas à ressentir de la sorte est condamné à la stérilité, pour doué qu'il soit. Donc, dans l'idée, on retrouvait tout, et seule l'idée se convertissait en acte. D'où l'obligation pour les Germains de se plier à cette devise qui, comme un amen, apposerait son sceau sur toute réalisation.
Il s'ensuivait que la vie se concevait comme un combat éternel entre le bien et le mal. L'homme y jouait le rôle d'un oiseau de proie. Ainsi, l'aigle devint le symbole de tant d'États. De tout son cœur, Bruno Heydrich se voua à son opéra, mettant en œuvre toutes les connaissances et toutes les idées qui lui venaient à l'esprit, et il imaginait déjà le succès triomphal que la capitale du Reich allait faire à son œuvre, intitulée « Amen ». Ainsi soit-il. La figure centrale de ce drame, Reinhardt, homme supérieur et fortuné, choisit pour bien-aimée Dora, dont le rang égale le sien. Mais l'union de ces deux êtres nobles se vit menacée par un chef paysan jaloux et de basse extraction. Alors que Reinhardt et Dora sont ensemble, des paysans assoiffés de vengeance et excités en secret par Thomas se précipitent pour tuer Reinhardt. Mais le destin est du côté du bien. Le noble Reinhardt, faisant appel à des forces surhumaines, triomphe du monstre. Mais voici que la multitude soulevée accourt et maîtrise Reinhardt. Ô injustice! On jette dans un cachot le héros qui n'a abattu son agresseur que pour se défendre. 4 années passent. Dora continue naturellement à aimer le prisonnier, mais son père décide de la marier avec Conrad, un fermier. Le jour des noces arrive. La malheureuse fiancée s'approche de l'autel, mais avant la bénédiction nuptiale, Reinhardt apparaît et chante d'une voix tonitruante « En toi, mon amour, se trouve tout mon bonheur ». Et le chœur conclut l'acte dans un puissant « Amen ». Amen. Le mélodrame ne touche pas à sa fin pour autant. Thomas, maintenant estropié, surgit au moment de la bénédiction, décidé à tout pour que les deux amants ne puissent se marier. Dora, prête à fuir, chante « Mon cœur, oh, crois-moi, appartient à toi, demeure à toi ». Thomas, le méchant, intervient « Je me suis vengé de vous deux ». Même quand il a tort, un être ignoble se venge. Mais Dora, elle aussi, refuse de vivre. Elle s'empoisonne. La musique, une fois de plus, exprime tout le tragique de la situation et le chœur entonne de nouveau « Amen, Amen ». Moralité, l'homme supérieur a le devoir de supprimer à temps celui qui lui est inférieur. Avec cette œuvre, le compositeur Bruno Heydrich créa une pièce symbolique à la fois contemporaine et historique. Les Allemands, et c'est ce qu'en tant qu'auteur il entendait surtout dire, sont menacés par une multitude d'êtres humains de moindre valeur qu'eux. Lorsqu'une situation se révèle sans issue, il ne reste qu'une solution, une mort choisie librement. Car, dans aucun cas, un homme droit ne doit s'abaisser et se plier aux exigences d'une clique composée de gens du commun. À la figure héroïque chargée de transmettre cette vérité au peuple allemand, Bruno Heydrich attribua le nom de Reinhardt, qui, venu du vieil allemand, signifie « le conseil du sage ». Semblable à Siegfried et à Tristan, le héros Reinhardt, cette figure tragique, constitue une mise en garde lancée aux générations futures. La première d'Amen eut lieu en 1895 à Cologne. Ce public de bourgeois amateurs d'art reconnut tout de suite les accents wagnériens et prodigua au compositeur des applaudissements si nourris que la pièce fut reprise plusieurs fois. Malgré les éloges de la critique envers la première œuvre de ce Wagner saxon, et bien que le compositeur n'eût rien négligé pour faire représenter son œuvre à l'Opéra de Berlin, la route de la capitale lui demeura fermée. Mais si son message personnel à la nation resta sans écho, il n'en subsista pas moins une nouvelle figure de héros, Reinhardt, un modèle pour tous les hommes de l'Allemagne, un programme offert aux générations montantes. Le cauchemar du compositeur, le juif Zus. Le 7 décembre 1897, à Dresde, Bruno épousa la fille de son professeur, Elisabeth Maria Anna Amalia Kranz. Cette union procura au fils du menuisier de Meissen le rang social qu'il désirait, celui qui revenait au gendre d'un conseiller aulique et à l'époux d'une patricienne. Sa belle-mère, Maria Antonia Kranz, née Mauch, avait fait élever sa fille à Lugano, dans un internat dirigé par des sœurs, si bien que la culture de la jeune Madame Heydrich se composait surtout d'une connaissance approfondie de la doctrine catholique et de la musique. Comme Elisabeth Kranz ne pouvait devenir que la femme d'un catholique, Bruno se plia à cette exigence, c'est-à-dire que, passant outre au mot d'ordre des cercles nationalistes d'alors, Los von Rome, il se convertit. En 1899, à Halle,
Bruno Heydrich fonda sa propre école de musique dans le dessein d'enseigner le chant d'opéra à cette cité administrative, industrielle et universitaire, située à la fois non loin de Leipzig, de Dresde et de Berlin. À peine l'école ouvrit-elle qu'une vingtaine d'élèves se présentèrent. Après 2 ans d'un enseignement fort productif, Bruno Heydrich changea le nom de son école en conservatoire. Le nombre des élèves s'éleva rapidement à une centaine, et il fut nécessaire de renforcer le corps des professeurs dont faisait partie Elisabeth Heydrich, qui donnait des leçons de piano. Les efforts du directeur du conservatoire tendaient surtout à faire connaître le commerce des muses aux futurs héritiers des familles fortunées et influentes de la ville. Infatigablement, il établissait de nouveaux contacts, cherchait à devenir membre de toutes les associations importantes, faisait tout son possible pour impressionner ses interlocuteurs chaque fois que l'occasion s'offrait à lui par un bon mot ou une parole sage. Ancien acteur, il discourait facilement avec la verve nécessaire, truffait chacun de ses discours de citations tirées du Faust de Goethe, ce qui lui ouvrit les portes des salons. Celui qui se réclame du génie de Weimar, pensait Bruno Heydrich, fournit forcément à son auditoire l'impression d'incarner un humaniste et un champion de l'esprit allemand. Les patriciens locaux suivaient avec un étonnement grandissant ses exercices acrobatiques. Ils critiquaient la jovialité exagérée de Bruno Heydrich et, avec une envie grandissante, observaient comment le conservatoire se développait et procurait une source considérable de revenus. Ce qui les intriguait surtout, c'était que personne ne savait d'où sortait vraiment cet horripilant Heydrich. Et comme l'intérêt porté aux origines de ce citoyen entreprenant ne faisait que grandir, on découvrit bientôt qu'à intervalles réguliers, il faisait envoyer la somme, considérable alors, de 300 marks à une certaine Madame Ernestine Zuss. Une fois la piste ouverte, on apprit inévitablement que la bénéficiaire de cette pension n'était autre que la mère de l'expéditeur. Aussi le bruit courut-il bientôt que le directeur du conservatoire s'appelait en réalité Isidore Zuss, que Bruno Heydrich servait de nom de théâtre à ce juif. Quand cette rumeur parvint aux oreilles de l'intéressé, il porta plainte contre X pour essayer de démasquer son calomniateur. Bruno Heydrich ne fut pas le premier que la jalousie de certains concurrents repoussait dans l'isolement d'une appartenance, même inventée de toutes pièces, à une autre race. Depuis des siècles, les corporations de marchands et d'artisans se protégeaient contre les intrus nouvellement arrivés dans leur ville, ceux qui créaient leurs propres affaires, en les proscrivant en tant que membres d'une communauté étrangère, linguistique ou religieuse, et en essayant de les exclure du marché. Artisans et commerçants ridiculisaient et calomniaient ces étrangers, en vérité des concurrents, en dénigrant surtout leur qualité dangereuse pour eux. Parmi les nouveaux venus, ceux qui parlaient yiddish s'attiraient une haine particulière, même dans le cas de simples artisans dont les petites entreprises suffisaient à peine à nourrir leur famille. Les édiles se faisaient comme un devoir civique de les présenter à leurs concitoyens comme des gens à part, des corps étrangers, et cela à l'aide de poésies satiriques, de caricatures et de symboles qui s'inspiraient de la religion et des coutumes, jusqu'alors inconnus, de ces hors-la-loi. Même quand un juif s'adaptait totalement à son entourage, ses ennemis continuaient à rechercher en lui des caractéristiques typiquement juives. À Halle, on se convainquit bientôt que Bruno Heydrich, alias Isidore Zuss, ressemblait vraiment à un juif. Elisabeth Heydrich considéra ces bruits sur l'origine de son mari comme une insulte déclarée, causant du tort à sa famille. Elle tenta alors de combattre ces calomnies en reprenant la légende du constructeur de piano, si brave et si doué, établi à Meissen. Convaincue qu'il fallait lutter contre ces commérages, elle déclara partout dans les salons qu'à l'époque, un facteur de piano jouissait d'autant de considération qu'un luthier fabricant de violons, que l'homme qui exerçait une telle profession valait bien plus qu'un artisan ordinaire. La fortune de fabricants de pianos comme Bechstein et Lambert reposait sur l'habileté d'artisans comme le père de Bruno Heydrich. Elisabeth ne laissa de côté aucun des pionniers de l'art, Stradivarius en Italie, les peintres anonymes de la Renaissance, et, avec satisfaction, elle constata bientôt que ses interlocuteurs et interlocutrices s'imaginaient presque que la famille Heydrich était à l'origine d'un orgue merveilleux qui se mettait à jouer tout seul dès qu'un couple heureux s'avançait vers l'autel. Les Heydrich crurent être parvenus à éliminer, dans la mesure du possible, tous ces bruits hostiles, mais ils n'arrivèrent jamais à supprimer complètement les rumeurs portant sur la basse extraction, peut-être même juive, de Bruno Heydrich.
Ce wagnérien convaincu ne parvenait pas à comprendre qu'on pût lui infliger un tel affront, alors que personne ne professait un nationalisme plus absolu que lui. Personne ne pouvait ignorer son adhésion à un mythe racial bien affirmé. Certes, aucun bourgeois de Halle ne possédait assez de courage pour se moquer ouvertement de lui, mais on continuait, derrière son dos, à le nommer Easy Zus. Le ressentiment et l'amertume remplirent son cœur. La certitude qu'il ne parviendrait jamais à mettre un terme définitif aux calomnies fit alors naître chez lui un cauchemar qui allait assombrir tout le reste de sa vie. Naissance d'un archange, Reinhard. Le 7 mars 1904, le ménage Heydrich eut un deuxième enfant, le fils qu'ils attendaient. Après la naissance de sa fille Maria, Bruno Heydrich espéra un prince héritier qui, puisqu'il bénéficierait du droit d'aînesse, porterait bien entendu un nom symbolique. Il choisit de donner au jeune garçon celui du héros, figure centrale de son opéra, Reinhard. Ce nom assurerait à son fils le sens du courage, de la fidélité et de l'honneur. Il rappellerait aussi constamment à l'enfant l'œuvre de pionnier de son père. Comme deuxième prénom, Tristan s'imposa grâce au héros wagnérien. Plus tard, le nouveau-né pourrait ainsi personnifier les créations de ce Wagner qu'idolâtrait son père. En l'honneur du grand-père, conseiller au Lick à Dresde, on ajouta Eugène. Elisabeth Heydrich aurait voulu que son fils s'appelât Georges, mais son fier époux et leur confident intime, le commandant baron Ernst von Eberstein, jugèrent que ce nom exprimait un confessionnalisme par trop marqué. Eugène, au contraire, parut convenable à ces messieurs. En grec, Eugène signifiait le bien-né. Et les amateurs d'histoire connaissaient toutes les prouesses du noble chevalier, le prince Eugène de Savoie, l'idole de l'Empire autrichien et même du monde occidental, lorsqu'il chassa, en 1717, avec sa cavalerie, les Turcs de la forteresse de Belgrade. On attendait un enfant non seulement viril, mais bien entendu blond. Un bébé aux yeux noirs et aux cheveux foncés, quelle catastrophe de la nature pour ce raciste fanatique. Quand la sage-femme lui présenta l'enfant emmailloté qui répondait à tous ses désirs, ce fut la confirmation que le nouveau-né porterait avec dignité ses prénoms. Pour ce père vivant dans le monde mythique du germanisme, leur trinité symbolisait ce qu'est pour un chrétien l'archange Michel terrassant l'hydre. Dans l'avenir, il allait vouer à Reinhard, son fils aux yeux bleus clairs et aux cheveux blonds paille, un authentique germain, une attention unique et un amour exclusif. 4 mois après la naissance de Reinhard, la famille changea de maison. L'afflux des élèves et le manque de place qui en résultait contraignirent le directeur du conservatoire à chercher un immeuble plus grand. Le nouveau centre musical, qu'il ouvrit au 21 de la Poststrasse, comprenait de nombreuses classes nouvelles et une salle de concert dotée d'une scène aisément transformable en théâtre. En 1905, Elisabeth Heydrich mit au monde un autre fils, Heinz Siegfried. Elle éleva ses 3 enfants d'une manière rigoureusement catholique. Bruno leur enseigna le respect des militaires et que l'armée constituait l'école et l'incarnation de la nation. Sachant parfaitement l'inutilité d'une lutte contre l'antisémitisme latent dans la bonne société, l'opposition à ce courant équivalant pour lui à un suicide moral, le père Heydrich veilla à ce que tout le monde remarquât le prussianisme très prononcé de sa famille, qu'il affichait par ses relations amicales avec le commandant Ernst von Eberstein et son entourage d'officiers de carrière. Lorsqu'il rencontrait le commandant et d'autres personnes comme lui d'esprit prussien, le directeur du conservatoire commençait volontiers ses discours par des phrases telles que « Quand j'ai représenté moi-même mon opéra Amen à Cologne » ou encore « Quand j'étais chez Cosima à Bayreuth », il allait de soi que l'amitié intime existant entre Bruno Heydrich et Cosima rendait superflu l'usage du nom de Wagner, et l'artiste négligeait rarement, dans de telles occasions, de tirer son portefeuille et de présenter des critiques de son œuvre. Avec le commandant von Eberstein, les conversations de notre musicien traitaient presque exclusivement de la politique. Il s'emballait contre les sociodémocrates, ces mécontents, parce qu'ils espéraient affaiblir le Reich par leur campagne contre le budget de l'armée. Il n'oubliait jamais de mentionner élogieusement le chancelier de fer, jusqu'à ce que l'entretien aboutît au monologue inévitable sur l'univers wagnérien, ce qui permettait à l'orateur de se présenter comme l'avocat résolu et véhément de la gloire de la Prusse. Ces tentatives, et bien d'autres du même genre,
pour confirmer son appartenance inébranlable à l'univers marqué par le prussianisme, n'apportait toujours à Bruno que des succès de courte durée. Quand il adressa aux autorités compétentes une requête pour se voir décerner enfin le rang de professeur, puisqu'il énumérait un nombre important d'élèves sortis de son conservatoire, dont certains devinrent des musiciens réputés, il essuya un refus. Son conservatoire, lui répondit-on, ne formait pas une institution officielle. Repoussé, Bruno Heydrich crut une fois de plus discerner derrière ce prétexte une réserve due à l'obscurité douteuse de ses origines. Le bien-être de la famille ne faisait que s'accroître. Bruno fut d'avis que l'immeuble à 4 étages de la Poststrasse ne convenait plus au sien. Il choisit cette fois le quartier où résidait la bourgeoisie la plus distinguée. En 1906, alors que Reinhardt atteignait juste 2 ans, les Heydrich s'installèrent au 20 de la Gutschenstrasse. Au fur et à mesure que grandissait le jeune Reinhardt, que ses parents appelaient Reini, et son frère Heinz Siegfried, ils préférèrent l'épée de bois aux autres jouets. Plus tard, on en fera des sportifs enthousiastes. Leur père favorisa cet élan toujours plus marqué vers l'acquisition de forces purement physiques. Chez Reini, cette tendance durera toute sa vie et l'amènera à juger les hommes uniquement d'après leurs capacités sportives. Cet enthousiasme s'étendit très vite à tout le domaine militaire, surtout en matière de discipline et de performance, et quand le commandant von Eberstein rendait visite aux Heydrich, les 2 garçons le contemplaient avec admiration de la pointe de ses bottes aux épaulettes. Bruno Heydrich pratiquait lui-même l'escrime avec passion. Il faisait partie de l'école d'escrime du Deutsche Reich, ce qui valait l'admiration de ses fils. Évidemment, Reini dut travailler la musique, mais on découvrit bientôt qu'avec sa voix de fausset, il ne ferait jamais un chanteur d'opéra. Aussi, le fils favori de Bruno Heydrich étudia-t-il le piano et le violon à l'école de ses parents. La Première Guerre mondiale, dont toutes les phases furent dès lors l'objet de nombreuses discussions chez les Heydrich, éclata quand Reini vit sa 10e année. Le fils de l'oncle Ernst von Eberstein, Karl, dit Karlchen, venait d'avoir 20 ans et connut ainsi le bonheur de pouvoir se battre pour le Kaiser et pour la patrie. L'assassinat à Sarajevo de l'archiduc Ferdinand, prince impérial et royal d'Autriche-Hongrie, criait vengeance. Les mères de Karlchen et de Reini se mirent à recueillir des dons que la Croix-Rouge distribuait ensuite aux soldats du front. Pour Bruno Heydrich, c'était une question d'honneur que de soutenir l'action de ces dames. Il organisa des réunions patriotiques qui, avec la participation de l'Association patriotique de chant, se transformèrent en fêtes musicales. Ces manifestations de bienfaisance intéressaient fort peu l'archange Reini. Son enthousiasme enflammé se portait sur les armes et sur les bateaux de guerre admirés de ses propres yeux lors de ses vacances sur la Baltique, à Warnemünde. Sa représentation enfantine des événements de la guerre se matérialisa d'une façon idéale par ces colosses flottants, capables de transporter leurs gigantesques canons dans toutes les parties du monde. Heil, l'empereur d'Allemagne, Heil. Lorsque le temps vint pour Reini d'entrer au Gymnasium, lycée des 3 classes terminales, le choix des parents se porta sur le lycée moderne, où, contrairement au lycée classique des humanités, l'enseignement portait sur la technique et les langues vivantes. Guillaume II, que tous les nationalistes idolâtraient, recommandait aux autorités scolaires de donner la préférence à la technique. Ces raisons paraissaient fort compréhensibles. Le Kaiser ne se contentait pas de disposer de la plus grande armée du continent européen, il lui fallait une flotte transatlantique assez forte pour concurrencer celle des autres puissances et pour aller chercher au loin, dans les colonies, les matières premières indispensables à l'essor de l'industrie nationale. Reini, qui regardait souvent son atlas, s'étonnait du nombre considérable de colonies que possédait la Grande-Bretagne. Il demandait alors à son père comment les Anglais avaient fait. « C'est très simple, mon fils », s'entendait-il répondre. « Les Anglais disposent d'une quantité plus suffisante de canonnières. » Le jeune garçon insistait. « Pourrions-nous construire encore plus de canonnières que les Anglais ?» Naturellement, l'oncle Ernst, von Eberstein, dit que c'est seulement une question d'argent. L'intérêt que Reini portait aux choses maritimes, et particulièrement à la marine de guerre, ne diminuait pas. Dans ses rêves d'enfant, il imaginait qu'il construirait un jour des bateaux, ou en commanderait, ou encore deviendrait officier mécanicien. Et même amiral, pourquoi pas. Cette passion s'exprima de façon évidente par les reproductions en couleur des bateaux de guerre avec lesquels il décora les murs de sa chambre.
Les professeurs du lycée moderne se réjouissaient de l'intérêt que portaient leurs élèves aux mathématiques et à la chimie, mais aussi à l'allemand et à l'histoire. On ferait quelque chose de ce garçon. D'ailleurs, ne l'élevait-on pas dans le respect de ses supérieurs et de l'empereur ? Les habitants de Halle se rappelaient encore qu'en 1913, à l'occasion du 25e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Guillaume II, son dévoué sujet, le directeur du conservatoire Bruno Heydrich, organisa une fête émouvante où ses élèves, suivant un programme authentiquement allemand, jouèrent les œuvres de compositeurs allemands, de Handel à Wagner. À cette occasion, le directeur composa lui-même une marche jubilaire dont le texte, également de lui, fut appris par cœur. Reinhardt, alors âgé de 9 ans, et son cadet Heinz chantèrent donc cette ode qui se terminait par « Heil, l'empereur d'Allemagne, Heil ». Seigneur mon Dieu, donne ta bénédiction, conduis-nous sur tous les chemins, protège l'empereur comme toujours, puisse l'unité et la paix nous élever toujours ici-bas. Regarde-nous dans ta grâce, sans toi, rien n'est fait, vive la terre allemande, Heil, l'empereur, Heil. Raini, lui aussi, ressentit comme un grand malheur la perte subie par les Autrichiens avec l'assassinat de leur prince héritier à Sarajevo. « Cela n'a rien d'étonnant, lui expliqua son père. Ces Serbes ont même tué leur propre roi, Alexandre Obrenović. À sa place, ils ont mis une marionnette grâce à laquelle ils espèrent avoir les sympathies de la France. Et puis, il y a eu aussi cet anarchiste, Lucieni, qui a assassiné à Genève en 1898 l'impératrice Élisabeth, l'épouse de François-Joseph. » Et le père d'expliquer à ses deux fils que de tels malheurs ne provenaient que d'idées malsaines qui proliféraient, surtout en France. L'authentique wagnérien Bruno Heydrich connaissait naturellement chacune des phrases écrites par Richard Wagner contre les Juifs, intitulées « Le judaïsme dans la musique ». Wagner y professait son aversion envers les Juifs et réclamait leur retour en Palestine. Haïssant la démocratie judéo-française, il recommanda au cours de la guerre franco-allemande de 1870-1871 la destruction de Paris. Pour les Heydrich, l'empereur Guillaume II accomplirait certainement cette fois ce que son grand-père négligea en 1870. Au fur et à mesure que la Première Guerre mondiale se poursuivait, l'esprit de Reinhardt saisissait de mieux en mieux ce qui se passait. Son père lui expliquait tout ce qu'il ne comprenait pas encore, et c'est également lui qui inocula à Raini le mépris des Juifs. Bruno Heydrich considérait comme son devoir d'élever ses enfants dans un antisémitisme absolu. Il voulait leur épargner d'avoir un jour à subir, comme lui, ce cauchemar du juif Zus de Meissen. Un jour, les choses allèrent si loin qu'on poursuivit dans la rue les deux écoliers Heydrich au cri « Dizzy, easy ». Leur père leur conseilla de réduire au silence, à coups de poing, le premier qui se moquerait d'eux, et Heinz, qui suivait mieux que personne les exhortations de son père, menaça un jour l'un de ses effrontés non d'un coup de poing, mais de son couteau. La situation particulière de sa famille et l'intérêt intensif avec lequel on suivait la guerre au foyer de ses parents firent que Raini acquit une certaine maturité politique bien avant ses camarades du même âge. En grandissant, il se donna volontiers un air de gravité, mais aussi d'arrogance, et on lui reprochait généralement son agressivité. Cette tendance à la violence physique se manifestait pleinement quand l'un de ses camarades osait le traiter de chèvre à cause du chevrotement peu viril de sa voix. Cette brutalité, cette prétention aussi, se nourrissait d'une atmosphère favorable chez ses parents, avec les discussions concernant la guerre et les méthodes propres à anéantir l'adversaire que l'on haïssait. À partir de 1916, la famille Heydrich, en plus de la victoire de l'Allemagne sur ses ennemis, s'attendit à un succès d'ordre professionnel, à une reconnaissance de la valeur de Bruno en tant qu'artiste. Le dictionnaire de la musique d'Hugo Riemann allait paraître. En ce qui concernait leurs espoirs patriotiques, de mauvaises nouvelles du front de l'Ouest allaient les réduire presque à néant. Avec une ténacité inattendue, les Français défendaient Verdun, et on n'entendait plus parler de couler la flotte de guerre britannique. Mais Bruno Heydrich fut également déçu avec cruauté dans ses espoirs professionnels. Quand la famille Heydrich ouvrit enfin le dictionnaire tout juste paru, voici ce qu'elle lut à l'article Heydrich. Heydrich Bruno, de son vrai nom Zus, né le 23 février 1865 à Leuben, Saxe, fils d'un facteur de pianoforte, élève du conservatoire de Dresde,
contrebassiste à Meininger et dans l'orchestre de la cour de Dresde, fit ses études de chant avec Scharfe à Dresde, Hay à Berlin, Féodor von Milde à Weimar et Schulz d'Hornburg à Cologne. Fut alors engagé comme ténor héroïque à Weimar, Aix-la-Chapelle, Cologne, Magdebourg, Braunschweig, rôle wagnérien. Comme compositeur, il fut avec succès l'auteur de mélodies, duos, trios, de chorales et de solfège, également d'œuvres d'orchestre et de musique de chambre, de piano, de chorale avec orchestre, d'opéra. Amen, un acte, Cologne, 1895. La paix, Mayenne, 1907, 4 actes, texte de Max Berendt. Et Le hasard, Halle, 1914. Heydrich vit maintenant à Halle. Il est directeur du conservatoire pour la musique et le théâtre qu'il a fondé. Elisabeth Heydrich eut beaucoup de mal à calmer son mari. À force de menaces et de démarches, il parvint finalement à obtenir que la parenthèse affreuse, de son vrai nom Zus, disparaîtrait dans une nouvelle édition. Tandis que la lassitude de la guerre se répandait, de plus en plus évidente dans le peuple allemand, Bruno continuait à croire inébranlablement à la victoire, et il décrivait dans ses articles les méthodes par lesquelles, d'après lui, on arriverait à maîtriser l'ennemi. Mais soudain, les travailleurs exigèrent qu'on mette fin à l'effort de guerre, et dans le port de Kiel, les matelots se révoltèrent. Rien ne put plus empêcher l'effondrement de l'armée impériale. Pourtant, la bourgeoisie de Halle continua de croire à la victoire. Les soldats allemands ne campaient-ils pas encore dans un pays ennemi ? Un empire ne saurait disparaître de la sorte. Et Bruno Heydrich n'était pas le seul à en être convaincu. Il suffisait de maintenir ses positions, et le vainqueur demeurerait finalement celui dont les bataillons resteraient maîtres du champ de bataille. Cette conviction, dont Reinhardt s'imprégna au sein de sa famille, allait éclairer toute sa vie future. Reinhardt s'engage dans les corps francs. Lycéen à 14 ans, Reinhardt manifeste déjà son aptitude pour tout ce qui relève de la technique. Sa chambre ressemble à un atelier. Aucune expérience chimique ou électrotechnique ne lui paraît trop compliquée, mais il s'intéresse particulièrement aux télécommunications et surtout à la liaison par radio entre les bateaux et leur mère patrie. Et il a lu presque tous les livres sur les navigateurs célèbres et sur les grandes batailles navales. Ses rayonnages ploient sous la charge des volumes consacrés à la navigation et à l'histoire. Sur une étagère, il y a la photo d'un matelot, Hans Kino, qui, sous le pseudonyme de Gorsch Fock, a écrit « Seefahrt ist not ». La navigation est une nécessité. Reinhardt connaît ce livre par cœur, et il fait de Gorsch Fock son idole, ce qui s'explique aussi par le fait que ce marin est tombé pour l'empereur et la patrie au cours de la bataille navale du Skagerrak. Lorsque les nazis prendront le pouvoir, le voilier-école allemand portera le nom de Gorsch Fock. En dehors de l'amour de plus en plus puissant qu'il porte à la navigation et à la technique, il n'oublie pas de pratiquer l'escrime et le violon. Il rêve de devenir un jour un bon escrimeur et un bon navigateur de la marine à voile. Il dit souvent à ses parents qu'il désire suivre la carrière d'officier de marine, mais pas dans le genre habituel. Reinhardt se voit amiral, capable de commander une flotte entière. Il connaît déjà les possibilités de couler des bateaux ennemis avec des sous-marins, des torpilles et des bombes, ainsi que la composition chimique de l'explosif nécessaire. Il a déjà, et souvent, ouvert des cartouches pour en brûler la poudre dans le jardin. Ses expériences portent aussi sur l'emploi du phosphore. Ses parents craignent qu'il ne fasse un jour sauter l'immeuble. À cause de son éducation, Reinhardt s'imagine différent de ses camarades. Il se sent supérieur à tous. Dans sa conception de la science et de l'art, toutes les réalisations techniques et artistiques découlent de l'œuvre d'hommes hors du commun. L'Allemagne, pense-t-il, a offert au monde un nombre considérable de génies, et il estime d'autant plus injuste et inconcevable que ce pays supérieur puisse, dans une guerre, subir une défaite. Ce lycéen zélé, mais moyennement doué, se mue en défenseur arrogant et agressif de ses idées dès qu'il s'engage dans une discussion. À 15 ans, Reinhard Heydrich assiste aux réunions de masse des ouvriers et les entend exiger à voix de plus en plus haute le retour à la paix. Mais les discours nationalistes de ses professeurs et autres patriotes, qui accusent ces canailles de poignarder dans le dos les soldats qui combattent en France et en Russie, correspondent tout à fait à ses convictions.
Il décide de s'opposer aux activités criminelles des cheminots et des ouvriers métallurgistes en soutenant un mouvement anti-révolutionnaire. Quand la ville apprend que Guillaume II a abdiqué et que le chancelier en fonction, le prince Max de Bade, démissionne pour remettre le pouvoir à Friedrich Ebert, un social-démocrate de Berlin, il ne perçoit partout qu'un seul cri : trahison. La proclamation de la République et l'apparition des spartakistes qui prennent pied également à Halle amènent Reinhard Heydrich, que son père considère toujours comme l'enfant prodige, à s'engager dans les corps francs. Le jeune garçon se crée un uniforme composé de pièces dépareillées, auquel il joint un casque d'acier, puis il va s'exercer avec ses camarades pour se préparer à la lutte contre les travailleurs armés. Le nouveau chancelier Friedrich Ebert et son ministre de la Reichswehr, Gustav Noske, se jugent contraints d'appeler à leur aide les corps francs pour venir à bout des spartakistes. Pour tous les bourgeois, y compris ceux de Halle, le rétablissement de l'ordre constitue la première de toutes les nécessités. À la fin de février 1919, quand on apprend à Halle qu'un corps de chasseurs à pied, formé de volontaires, commandé par le général Merker, se met en marche pour écraser les rebelles, Reinhard Heydrich, enthousiaste, applaudit le régiment qui entre dans la ville. Mais auparavant, il a dressé la liste des plus dangereux chefs ouvriers, ceux qu'il faut arrêter ou fusiller comme fauteurs de troubles. Le corps des volontaires du général Merker se livre, du 1er au 3 mars 1919, à une dure action de nettoyage. Reinhard et ses camarades, privés de participation au combat à cause de leur jeunesse, ne l'appuient pas moins par leur dénonciation. Heydrich, plus tard, appellera cela ses services en tant qu'agent de liaison du corps franc Merker. Entre-temps, les bourgeois de la ville, avec l'aide du général Merker, organisent une milice d'autoprotection, le corps franc de Halle. Reinhard Heydrich s'engage aussitôt dans cette troupe. Il y restera jusqu'au milieu de l'année 1920. La famille nie aujourd'hui qu'il faille attribuer une trop grande importance à cette appartenance au corps franc, d'autant plus que tous les camarades de sa classe ont dû automatiquement s'y inscrire. Naturellement, la famille et surtout sa veuve, Lina Heydrich, n'apprécie pas que l'on dénonce les activités si précocement antidémocratiques de Reinhard. D'après elle, toute la vie de son mari se résumerait dans l'accomplissement unique de son devoir de soldat. Ainsi, le jeune Reinhard ne se serait pas engagé de son propre gré dans les corps de répression, mais du fait d'une mobilisation obligatoire. Cette version embellit les faits. Elle signifierait qu'Heydrich, en remplissant le 26 novembre 1937 le formulaire exigé pour ses papiers de SS, a fourni de fausses déclarations. En effet, il écrit lui-même avoir servi volontairement de 1919 à 1920 dans le corps franc Merker et dans celui de Halle. Ce document existe toujours. Il nous apprend également que de 1920 à 1922, Reinhard Heydrich milita dans la Ligue de résistance et de protection du peuple allemand. Mieux que Lina Heydrich, qui d'ailleurs ne rencontra son mari que 10 ans après l'époque de son engagement dans les corps francs, Karlchen von Eberstein, qui lui aussi y servait alors, nous informe sur l'état d'esprit de son ami Reinhard à cette époque. Déjà pendant la guerre, Reinhard manifestait son esprit de nationaliste extrémiste. Il s'intéressait passionnément aux idées nationalistes historiques, évoluant jusqu'à devenir un fanatique de la race pure, et il aurait adhéré à diverses organisations politiques. Compte tenu de son éducation tout imprégnée de nationalisme et de culte wagnérien, cela semble plausible. Karlchen, toutefois, n'a pas tout dit. Reinhard, quant à lui, se considérait comme un gorille du service d'ordre du mouvement nationaliste dans les réunions et dans les combats de rue, et ses activités martiales l'occupèrent tant qu'il en négligea le lycée. Cette révélation d'une importance particulière lui permettait d'affirmer au Reichsführer SS Heinrich Himmler qu'en 1920, il avait déjà ressenti la conscience de la race qui l'incitait à lutter pour la cause nationale. On ne trouve pas en vain dans les statuts de la Ligue de résistance et de protection du peuple allemand, parmi bien d'autres du même esprit, le paragraphe suivant. La Ligue s'efforce de provoquer la renaissance morale du peuple allemand en réveillant et en favorisant sa saine nature. Elle dénonce l'influence étouffante et destructrice du judaïsme et en particulier de la pensée et du sentiment juif. La Ligue se donne pour tâche d'expliquer la nature et l'étendue du danger juif et des menaces provenant des autres races non allemandes,
et de les combattre en utilisant tous les moyens légaux à sa disposition, politiques, civiques et économiques. Versailles et le danger rouge. D'après les propres déclarations d'Heydrich, il a appartenu également à l'organisation Escherich, association extrémiste de droite dirigée par Georges Escherich, un conseiller général des forêts, déjà connu pour ses activités à Halle pendant le putsch de Kapp en 1920. Le capitaine Kapp entreprit contre la République une révolte qui échoua lamentablement devant les contre-mesures prises par Ebert, le président du Reich. En effet, Ebert réussit à mobiliser les travailleurs dans tout le pays au moyen d'une grève générale. Heydrich ne dissimula pas sa déception. La révolte des matelots en 1917 procura un sujet de réflexion à Reinhardt. Dans sa conception patriotique de gosse, c'était là un cas de haute trahison. 2 ans plus tard, âgé alors de 15 ans, en apprenant l'assassinat des chefs des spartakistes, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, il répéta le mot de son père « Amen, c'est ainsi que cela doit être ». Naturellement, il désira tout savoir sur la mutinerie des marins et sur celle des Rouges à Berlin. Ces événements révolutionnaires l'intéressaient tellement qu'il décida d'apprendre également le russe. Il se procura très vite un manuel pour débutants. Karlchen von Eberstein raconta des histoires corsées à la famille Heydrich sur les succès de Lénine. Le lycéen Reinhardt tira de ces récits des conclusions bien à lui, dont il se souvint toute sa vie. Les Rouges surent dès le début occuper les nœuds ferroviaires, les gares, les postes, les dépôts militaires et les fabriques d'armement. Les gardes blancs, bien qu'inférieurs en nombre, combattirent vaillamment, affirmait von Eberstein, mais les Rouges disposaient de la supériorité, tant en hommes qu'en matériel. La populace, rassemblée en d'énormes bandes conduites par les meneurs juifs, ne s'était absolument pas rendu compte qu'on l'égarait et qu'on l'abusait selon les mots d'ordre des protocoles des sages de Sion. Le professeur d'histoire de Reinhardt confirma bientôt à Reinhardt que cette description de la révolution soviétique correspondait à la vérité historique. Ce professeur appartenait, comme Reinhardt lui-même, à la section halloise de la Ligue de résistance et de protection, et il aimait s'entretenir avec les soldats qui revenaient de Russie. Le tsar avait dépêché par faiblesse, omettant de réprimer les meneurs populaires juifs, qui purent ainsi créer un État communiste dans le dessein de dominer prochainement l'Europe tout entière. Marx et Engels ne servaient que d'appât destiné à tromper les travailleurs allemands. Les premiers germes de cette conception judéo-bolchevique, exploitée plus tard par les nazis, venaient d'être déposés dans l'âme de Reinhardt. Auprès de la famille de Günther Görecke, un ami de son père, l'adolescent, âgé maintenant de 17 ans, allait discuter de façon exhaustive le thème de la révolution soviétique. Chaque fois qu'il se rendait au manoir de Pressel, propriété des Görecke, afin d'admirer leurs chevaux, il profitait de l'occasion pour engager la discussion avec le maître de maison. Görecke, qui occupait un poste politique élevé dans la République de Weimar et qui deviendra commissaire du travail dans le premier gouvernement d'Hitler, se souvint des dizaines d'années plus tard, après la catastrophe de 1945, que le jeune Heydrich, dès 1921, lui exposait l'importance à apprendre désormais le russe. Combattre un ennemi avec efficacité ne se concevait que si l'on dominait sa langue. Le lycéen voyait dans le mouvement nationaliste, la Völkische Bewegung, une occasion de réveiller l'Allemagne. Les symboles de ce mouvement, le bleuet et la croix gammée, s'accompagnaient de la devise « Nous sommes les maîtres du monde ». Cet emblème ornait aussi la chambre de Reinhardt. Après l'effondrement de 1945, on publia beaucoup de choses sur Heydrich. Görecke suivit toujours avec attention la carrière de son jeune ami. Lui-même, homme politique du Troisième Reich, finit par être arrêté sur l'ordre de la Gestapo. Mieux que personne, il fut à même de juger dans quelle mesure, après l'examen correspondant au baccalauréat, Heydrich afficha davantage encore son fanatisme nationaliste. Ce potache, quand il s'agissait de politique, se comportait comme un chien de chasse qui arrive dans la forêt. Déjà, des raisons supplémentaires pour détester le traité de Versailles surgirent de son engagement dans les corps francs, et il prêchait de façon particulièrement saisissante le péril rouge à ses contemporains effrayés. Pour lui, les libéraux de la tendance Gustav Stresemann, les hommes d'État partisans de la politique dite de complaisance, avaient, comme les Juifs, trahi l'Allemagne.
Ne pensant qu'à leur bien-être et à leur carrière, ils cédèrent aux exigences des vainqueurs et extorquèrent de l'argent aux contribuables pour satisfaire les demandes des ennemis du Reich. Des politiciens de cet acabit finiraient un jour le dos collé au mur. Les Français incarnaient l'ennemi héréditaire, susceptible d'une seule chose, s'allier contre le Reich avec les bolcheviks. Le danger juif, contre lequel les associations de revanchards mobilisaient toutes les forces de droite, offrait une cible payante aux impérialistes nostalgiques. Dès l'âge de 16 ans, Reinhardt, comme son père, admirait ce capitaine Kapp, auteur en 1920, avec des officiers restés fidèles à l'empereur, d'une tentative de renversement par la force du gouvernement de Weimar. À leurs yeux, la grève générale qui fit échouer l'entreprise de l'intrépide capitaine était une raison de plus de haïr les ouvriers. Reinhardt, à l'époque comme plus tard, ne dissimula jamais sa déception de cet échec. Il rêva longtemps du retour de l'empereur. Mais loin de le décourager, ce complot manqué renforça ses convictions d'extrémiste. Avec fierté, il racontera plus tard qu'avec l'organisation Eschrich, dite Orgesch, il participa en mai 1921 à l'écrasement de la troisième insurrection polonaise en Haute-Silésie. Son séjour en terre polonaise lui révéla l'abjection de ce peuple. Dès lors, il ne haïra pas seulement les Juifs, mais aussi les Slaves et les Français. Son père voyait juste. Qu'attendre de bon de la part de la France ? À Versailles, l'Allemagne, obligée d'accepter une paix lui volant l'Alsace-Lorraine, céda à la Pologne de vastes territoires. Pour procurer au gouvernement de Varsovie un accès à la mer, un corridor séparant la Prusse orientale de la mère patrie fut établi. Simultanément, des ruines de la monarchie des Habsbourg surgissaient une série d'États artificiels, Tchécoslovaquie, Hongrie, Autriche et Yougoslavie. Pour le jeune Heydrich, ce nouvel ordre signifiait que plus de 10 millions d'Allemands vivraient désormais en dehors des frontières du Reich, qui perdait en plus toutes ses colonies et la totalité de sa flotte. Les clauses du traité de Versailles limitaient son contingent de soldats à 100 000 et ses officiers de marine à 1500. Ce bilan décevant constituait pour Heydrich, comme pour beaucoup d'Allemands conservateurs, une trahison de la part des politiciens du Reichstag, proclamateurs de la République, pendant que les soldats se battaient sur le front. À leurs yeux, le traité de Versailles ne représentait qu'un diktat des vainqueurs. Sans l'agitation politique à l'arrière du front des sociodémocrates, pas d'effondrement ni de traité de Versailles. L'éducation inculquée par son père, l'influence de ses professeurs, la défaite de 1918, sa participation active au corps franc et au mouvement dit völkisch, c'est-à-dire nationaliste et raciste, marquèrent à vie la personnalité de Reinhard Heydrich, bien avant le baccalauréat. La marine de guerre, berceau du réveil national. C'est à 18 ans que Reinhard Heydrich, quittant le lycée, s'apprête à réaliser son ambition de devenir officier de marine. Non seulement il s'agissait d'une profession considérée, mais son travail se déroulerait dans un cercle de sympathisants politiques. À cette époque, la marine symbolisait le berceau du réveil national. Aussi, la Kriegsmarine, la marine de guerre, se transforma-t-elle en un refuge de réactionnaires. Satisfait de ce choix, le père encouragea son fils. Cela d'autant plus que les difficultés d'après-guerre, qui n'épargnèrent pas son conservatoire, éliminaient d'avance toute idée pour Reinhardt d'embrasser une carrière musicale. Il savait de plus que le jeune homme manifestait une passion pour la politique, et Bruno Heydrich, inscrit au Parti des nationaux allemands, estimait, comme tous ceux de cette tendance, que le traité de Versailles ne durerait pas longtemps. Les nationaux allemands, devenus un facteur politique important, obtinrent au cours des années 1920-1922 4 250 000 voix sur 28 millions d'électeurs, c'est-à-dire une représentation de presque 20% de la population. Pour Reinhard Heydrich, trop peu pour faire pencher la balance en faveur des nationalistes et des racistes, mais assez pour renforcer leur puissance de conviction. Les 11 millions de voix des sociodémocrates et des socialistes indépendants, les presque 4 millions de voix du Parti du Centre, avec les partisans du Parti du peuple bavarois, 1 300 000, et le Parti du peuple allemand de Stresemann, avec ses 4 millions d'électeurs à la suite des élections du 6 juin 1920, pesaient toutefois lourdement en comparaison des voix de l'élite intellectuelle, des combattants du front et des nationaux convaincus. Certes, l'empereur Guillaume II vivait en exil aux Pays-Bas,
Mais les hommes politiques, les généraux, les industriels et les professeurs d'université qui espéraient son retour conservaient leur position, et les officiers blanchis sous le harnais peuplaient la Reichswehr. Un nombre considérable de militaires en retraite, des plus anciens des corps francs, ce vivier d'où provenait Karlchen von Eberstein, se retrouvait à Munich, capitale du mouvement nationaliste. Ces conjurés reconnaissaient comme meneur un officier politique, agitateur sorti de l'armée impériale, Adolf Hitler, sans profession, vrai bohème pourtant confident des services secrets militaires. Ce volontaire d'origine autrichienne, ex-caporal du front, se révéla un porte-parole enragé dans les réunions politiques des partisans de l'extrême droite et de l'antisémitisme. Ses adeptes enthousiasmés l'élurent chef, Führer, du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP. Karlchen von Eberstein, ayant établi très vite des relations personnelles avec le nouveau chef du parti, voyageait désormais entre Munich, Dresde, Leipzig et Halle. Sa mission particulière, enrôler dans le nouveau mouvement les anciens combattants saxons et les officiers mis à la retraite. Aussi, rien d'étonnant qu'il réussisse à exposer au jeune Reinhard Heydrich l'importance de ce nouveau parti völkisch, nationaliste, qui ferait date dans l'histoire, et à la tête duquel se trouvait l'impitoyable Adolf Hitler. Pour mieux lui faire comprendre ce dont il s'agissait, il lui fit parvenir régulièrement le journal du parti, le Völkischer Beobachter, qui appartenait à Munich. On y lisait qu'Hitler entendait organiser son mouvement sur une base militaire afin de conquérir le pouvoir. Si cela s'avérait inévitable, on oserait se soulever et dénoncer le traité de Versailles. La première condition préalable du succès d'un tel soulèvement consistait à séparer les travailleurs des marxistes et à les enrôler dans le Parti national-socialiste. Hitler escomptait qu'en cas d'une révolte populaire, la Reichswehr se joindrait au peuple. Du fait de la nécessité indispensable de défendre les frontières du pays, l'armée régulière n'élèverait aucune protestation contre la formation de milices nationales. Aux oreilles de Reinhard Heydrich, nationaliste et raciste fanatique, ancien combattant de la guerre civile, de telles fanfares résonnaient comme une musique céleste. À ce futur officier de marine, la nouvelle Kriegsmarine paraissait l'instrument grâce auquel on pourrait soutenir puissamment ce réveil national. D'après lui, elle contribuerait à la suppression de l'hypothèse née de la trahison de 1918. L'amiral impérial Adolf von Trotta, chef d'état-major pendant la guerre de la flotte de haute mer, occupa de 1918 à 1920 le poste de chef de l'amirauté. Après sa mise à la retraite, il déploya, surtout dans les mouvements de la jeunesse nationale, une vive activité. Le comte Félix von Lückner, le légendaire commandant du Seeadler, Aigle de mer, parcourait l'Allemagne et enthousiasmait ses auditeurs par le récit des prouesses du croiseur allemand dans les océans Atlantique et Pacifique. Son célèbre livre « Seeteufel », le diable des mers, où ce marin endurci contait sa vie aventureuse et mouvementée, devint l'un des livres de chevet de Reinhardt. De plus, chaque fois que son auteur passait par Halle, il ne manquait pas de rendre visite au compositeur Heydrich. Les relations étendues de Bruno Heydrich facilitèrent à son fils l'accès à la marine de guerre. Avant le départ définitif de Reinhardt, son père lui conseilla de ne pas afficher immédiatement ses opinions politiques. Il lui fallait à tout prix garder sa place, afin que le mouvement national dispose partout d'hommes de confiance. Par ailleurs, un tel comportement lui garantissait également un rang social indépendant et une réussite de sa carrière. Bruno accompagna son fils à la gare et, au dernier moment, lui mit son violon sous le bras. Le comte von Lückner, lors de sa dernière visite, leur avait en effet assuré qu'on prisait particulièrement la musique dans la marine. Grâce à elle, Reinhardt pourrait se détendre et distraire ses camarades pendant les heures de loisirs. Le futur enseigne de vaisseau n'emportait pas seulement son violon sous le bras, mais aussi un ensemble bien précis de conceptions politiques et d'idées cachées, susceptibles de lui causer des difficultés. En tant qu'ancien combattant des corps francs, il ne pourrait discuter politique avec des officiers qu'en possédant des connaissances à la hauteur de ses partenaires. Chapitre 2. L'amiral qui ne le sera jamais. Le 30 mars 1922, à Kiel, Reinhard Heydrich, âgé de 18 ans, fut accepté dans la marine.
Les témoignages sur la première période de sa carrière se contredisent. Ils se composent en grande partie d'anecdotes et d'historiettes. On y parle beaucoup du violon et de la voix peu virile du nouvel élève officier. On raconte que les bourgeois de Halle s'étonnèrent qu'on ne renvoyât pas tout de suite dans ses foyers ce cadet, fils du juif Zus. Avec Reinhard Heydrich, la marine du Reich recrutait un élément original, différent en de nombreux points des autres élèves officiers. Très sûr de lui, soutenu par la certitude de compter de nombreux amis dans le mouvement völkisch, il pouvait se comporter, même à l'égard de ses supérieurs, avec une désinvolture inhabituelle chez un simple aspirant. La première période d'instruction se déroula d'octobre 1922 à mars 1923 à bord du navire de ligne Braunschweig. D'après certains témoins, le jeune Reinhard, d'abord malheureux, taciturne et solitaire, se tenait souvent à l'écart de ses camarades. Des railleurs l'auraient surnommé « Himmelziege », la chèvre du ciel, et lors de ses accès de tristesse, il se serait réfugié avec son violon dans un recoin retiré à l'avant du navire. Sur son aspect extérieur, nous possédons le témoignage suivant. Heydrich était d'une stature haute, élancée. Sur un cou un peu trop long était posée une tête au long visage chevalin, au menton et au front fuyant, avec un grand nez et des cheveux blonds clairs. Son entrée dans la marine inaugurait la deuxième étape de la formation de sa personnalité. Ne pouvant ou ne voulant pas s'occuper tout de suite de politique, il attacha d'autant plus d'importance à la poursuite de ses études techniques. Avec sa haute taille et son assurance, il impressionnait son entourage. On l'appela bientôt le blond Siegfried. Ce surnom se rapportait également à son aversion non déguisée pour tout l'univers non-arien. À bord comme chez lui, il se laissait aller à ses goûts sportifs. Il aimait par-dessus tout la nage, la course à pied et l'escrime. Heinrich Boyke, un de ses camarades de l'époque, capitaine de vaisseau en retraite, le décrit comme faisant à l'occasion une impression quelque peu féminine et comme un mauvais gymnaste. Il en trace ainsi le portrait. Pas d'intérêt particulier, on a célébré plus tard la grande intelligence d'Heydrich. Dans les disciplines théoriques de l'école navale et également dans les autres, il n'a nulle part montré de l'intelligence ou fourni des preuves de ses connaissances. Sa culture générale était au plus moyenne. Cependant, admet Boyke, on discernait chez lui une certaine astuce paysanne. Devenu enseigne de vaisseau, il a donné l'impression suivante. Dans son caractère, on remarquait particulièrement la vanité, le contentement de soi, le désir de plaire, la mollesse et une hypersensibilité. Dans l'ensemble, il faisait l'effet d'être plein de contradictions. Il devint très vite la cible préférée des railleries de presque tous ses camarades, et ses réactions étaient toujours fausses. Seul dans sa promotion, il n'avait personne dont il pût se dire l'ami. Il devint totalement solitaire. Si l'on s'en tient à cette description, Reinhard Heydrich n'incarnait que de loin l'enfant prodige que son père désirait voir en lui. Au lieu de cela, il savait seulement tirer un parti avantageux de son astuce paysanne et de son apparence physique. Son autre point fort consistait à discerner ses chances, à deviner les désirs de ses supérieurs et à utiliser sa faculté d'adaptation. Ajoutons à cela un talent de comédien égal à celui de son père. Grâce à cette capacité de s'adapter à une ambiance et à une situation donnée, il se développa en lui un type de comportement correspondant à son intelligence, celui de l'arriviste. Pour l'observateur, il s'avère facile de concilier la formation qu'Heydrich reçut dans sa jeunesse avec son évolution postérieure, professionnelle et humaine, dans la marine de guerre du Reich. Là aussi, il s'acharne sur la technique. Là aussi, il manifeste ouvertement son aversion pour les Juifs. Les Allemands leur doivent le traité de Versailles. En soulevant les ouvriers, ils brisèrent la colonne vertébrale du Reich. La révolution russe, c'est aussi l'œuvre des Juifs. Le deuxième stade de la formation du futur officier de marine se déroula à bord du voilier-école Niobe. Ces exercices pratiques inoculèrent à Heydrich la passion de la voile. Il se mit à dévorer tous les livres disponibles à ce sujet et s'enthousiasma pour les exploits des conquistadors. Colomb et Magellan le fascinèrent. En juillet 1923 commença la dernière phase de sa formation d'aspirant de marine à bord du croiseur Berlin. Elle s'acheva en mars 1924. Les expériences que Reinhard recueillit pendant ces mois ne le cédèrent en rien à celles recueillies durant son séjour dans les corps francs.
Son instructeur fut le lieutenant de vaisseau Wilhelm Canaris, le futur chef du contre-espionnage allemand, l'Abwehr. En peu de temps, un sentiment d'amitié s'établit entre cet officier prudent et son élève. Ils aimaient discuter ensemble et Canaris se laissait aller à parler de la guerre mondiale. Il avait servi en Amérique latine, en Espagne et dans le secteur méditerranéen, et finalement avec les Autrichiens à Pula, en tentant de résister aux flottes si supérieures des Anglais, des Français et des Italiens. En découvrant qu'Heydrich manifestait un intérêt particulier pour les liaisons par radio, Canaris lui déclara que le Reich, une fois l'argent nécessaire à sa disposition, construirait un grand nombre de navires de guerre, mais que pour le moment, on manquait de techniciens. La marine du Reich, pour son état-major et les points d'appui de sa flotte, réclamait surtout des experts radio de tout premier rang. Toutefois, pour occuper de tels postes, l'amirauté entreprenait déjà la recherche de personnel fiable. Pour Canaris et Heydrich, la radiotélégraphie représentait la clé et le levier essentiel d'une puissance militaire. La catastrophe débuta lorsqu'on constata en 1917 que les radios de bord se trouvaient dans les mains des techniciens membres des conseils des mutins et que les officiers ne disposaient d'aucune possibilité d'intervention immédiate, c'est-à-dire de fusiller sur le champ ces traîtres, disait Canaris à son élève. Les bâtiments restaient paralysés dans les ports et sur la mer, car les messages transmis par la radio ordonnaient aux rouges « Feuer aus den Kesseln » éteignez le feu dans les chaudières. Les commandants des navires furent obligés de se soumettre aux ordres de leurs subordonnés. Si nous disposions un jour de la chance de reconstituer notre puissance militaire, n'oubliez pas, mon jeune ami, qu'il faudra bien réfléchir à qui l'on confiera le service de renseignement et qui l'on recrutera pour le service technique de transmission. Éteignez le feu dans les chaudières, interdit de fusiller les traîtres, service de renseignement, service technique de transmission. Heydrich enregistra tout. Ces mots d'ordre, quel programme pour l'officier de marine. Il se tiendra toute sa vie au conseil de son maître, qui rêvait de revoir le temps glorieux où il commandait l'escadre de sous-marins allemands basés à Pula et Cattaro, sur l'Adriatique. Les conversations avec Canaris enthousiasmaient Reinhardt. Il décida d'apprendre la télégraphie sans fil et de devenir un spécialiste des communications par radio. La faculté d'adaptation de Reinhard Heydrich s'était déjà manifestée sur le croiseur Berlin. Il y fit la connaissance de deux officiers très différents d'aspect et de caractère. Le commandant du bateau, le capitaine de frégate Wilfried von Lovenfeld, et le commandant en second, Wilhelm Canaris. Lovenfeld se distinguait surtout par la sévérité de ses méthodes de formation, qui suscitait parfois la désapprobation de Canaris. Mais l'élève officier Heydrich appréciait également la dureté du capitaine de frégate et s'adapta aussitôt à son système du dressage à la prussienne. Il se convainquit qu'un inférieur ne devient un bon soldat que lorsque son service le prend tellement qu'il n'a plus envie de penser à autre chose. Le lieutenant de vaisseau Wilhelm Canaris, donnant extérieurement l'impression d'un penseur et d'un ascète, estimait les méthodes de Lovenfeld par trop brutales. En juillet 1920, Canaris, premier officier d'état-major du commandement de la Baltique à Kiel, fut obligé de s'occuper en détail des questions d'ordre politique. Au cours de 1920, alors que le putsch de Kapp ébranlait l'Allemagne, il appartenait aux officiers favorables à cette action, un fait qui, en juin 1923, lui coûta son poste. Il se retrouva plus tard sur le croiseur Berlin. L'amitié entre le commandant en second et l'élève officier ne résultait pas d'un hasard. Les deux hommes se retrouvaient unis dans leur forte aversion contre les puissances victorieuses et un penchant marqué pour la politique revancharde. En janvier 1923, les troupes françaises et belges occupant la Ruhr, le gouvernement du Reich appela la population allemande à la défense par la résistance passive. Des grèves, des actions de sabotage s'ensuivirent et des incidents violents éclataient un peu partout. Le radio du Berlin enregistrait toutes les nouvelles qui se rapportaient à ces événements. L'une de ces informations annonça l'exécution le 25 mai 1923 d'un combattant des corps francs, Leo Schlageter, accusé de sabotage dans la Ruhr. L'équipage du croiseur proclama aussitôt Schlageter martyr national, dont la mort exigeait vengeance. Cette résistance dans la Ruhr fut le sujet préféré des discussions du commandant en second et de son élève officier. Heydrich put se vanter de ses hauts faits comme agent de liaison dans le corps franc de Halle.
Autre thème, au moins aussi cher aux deux marins, l'échec à Munich du putsch d'Adolf Hitler en novembre 1923. Canaris conseilla de ne pas considérer cet acte de rébellion comme une simple protestation, au risque de le sous-estimer. De toute façon, le général Erich Ludendorff, le stratège connu de la guerre mondiale, participait au mouvement d'Hitler. En cas de réussite de ce coup de main, Ludendorff passait commandant suprême de la Reichswehr. Selon Canaris, quel changement heureux pour l'Allemagne, car le vieux bretteur aurait parlé aux Français un tout autre langage que celui employé par le chancelier du Reich et le futur ministre des Affaires étrangères, Stresemann. Sa situation personnelle et celle politique de l'Allemagne se répercutaient de façon déprimante sur le commandant second du Berlin. Un biographe de Canaris décrit comme suit l'impression qu'Heydrich fit alors sur son maître. Seule l'attention courtoise, presque servile, d'un élève officier à la taille de longue perche parvenait occasionnellement à distraire Canaris. Canaris remarqua ce visage. Il ne l'oublia jamais plus et ses traits le poursuivront plus tard comme un cauchemar. Sur un cou interminable, une tête au visage allongé qui semblait composé de deux moitiés différentes, un grand nez, des pommettes fortement saillantes, de mauvaises dents de devant. Pour le biographe, Canaris ne s'y connaissait pas en homme. Il se laissait impressionner par des compliments, et Heydrich, d'après ses sources, sut profiter amplement de la faiblesse naturelle de Canaris. L'amitié forgée sur le croiseur Berlin prit plus tard la forme d'une conjuration, tant pour la vedette de l'empire policier national-socialiste que pour le chef de l'Abwehr. Malheureusement, les historiens l'ont constamment négligé. Au lieu d'aller jusqu'au fond de la vérité, ils répandirent une légende. D'après eux, le chef suprême de l'Abwehr, en prenant possession de son poste en 1935, entreprit immédiatement de travailler contre Heydrich. Sur ce point, les historiens ne s'accordent pas. Voilà l'opinion qui prévaut. Le bon et loyal patriote Canaris, l'ami de son pays, livrant sans arrêt un combat irréprochable contre Heydrich, le chef satanique du service de la sûreté. Ce tableau pouvait convenir aux besoins profondément apologétiques des biographes de Canaris. Ce n'est pas la vérité. Précisément parce que Canaris soutint avec conviction Hitler et parce qu'Heydrich, dès le début, partagea ses opinions politiques, on verra 10 ans plus tard Canaris tomber sous l'influence de son ancien subordonné. De ce fait, son élève, devenu en 1934 chef de la police secrète d'État et à partir de 1939 tête de l'administration principale de la sécurité du Reich, disposera de moyens d'action par l'intermédiaire de son ancien maître, promu contre-amiral et chef du contre-espionnage de l'armée, l'Abwehr. La rencontre d'Heydrich et de Canaris influença sans doute la formation politique du jeune élève officier, de même que, 8 ans plus tard, ses relations avec Himmler. À cet égard, nous pouvons supposer que le récit de la veuve d'Heydrich correspond à la vérité. Heinrich Himmler a joué dans la vie de Reinhardt un rôle décisif. Seul Wilhelm Canaris, le chef du service allemand du contre-espionnage, a exercé une influence aussi fatidique sur l'existence de Reinhardt. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le bateau de guerre Braunschweig, où Canaris était capitaine de vaisseau. Rétablissons la vérité, la première rencontre des deux hommes de service secret ne se déroula pas sur le Braunschweig, mais sur le Berlin. De même, à cette époque, Canaris ne revêtait pas le grade de capitaine de vaisseau, mais celui de lieutenant de vaisseau. L'enseignement suprême retiré par le jeune Heydrich pour sa vie future de ses entretiens avec Canaris tient dans cette formule. La réalisation d'une politique nationale exige de soumettre la politique de la marine aux exigences primordiales du pays. Il concevait maintenant le passage de la politique navale à la politique nationale. Du corps des officiers de marine sortaient d'excellents experts en matière de renseignement. Le fait que ces professionnels occupèrent dans l'armée des postes d'où, par leurs rapports, ils pouvaient influencer aussi bien l'état-major général que le gouvernement revêtait une importance décisive. Cela, Heydrich en prit conscience déjà sur le Berlin. Canaris entreprit cependant de l'avertir. Un officier qui a des idées politiques vit en exil à bord d'un bateau. Le jeune nationaliste, tourmenté par les penchants activistes de son adolescence, comprit alors que l'uniforme constituait malgré tout un moyen essentiel de la politique du Reich. Cela détermina sa spécialisation. Ces domaines comprendraient désormais les services de la radiotélégraphie et du renseignement.
Il deviendra donc un officier politique, et Canaris l'aidera de telle sorte qu'il puisse plus tard naviguer seul dans son sillage. Quand, en mars 1924, l'élève du Loup de Mer quitta Berlin, sa promotion en poche, et fut promu le 1er avril 1924 aspirant de marine, il connaissait déjà la formation qu'il désirait acquérir. Le même mois, il se présentait à l'école des élèves officiers de marine de Murvik, près de Flensburg, dans le Schleswig-Holstein. Il y resta jusqu'en mars 1925. Wilhelm Canaris adressa au commandant de l'école une lettre de recommandation pour son jeune ami. Un camarade d'équipage d'Heydrich, Hans Rehm, futur capitaine de vaisseau, dira après 1945 « À l'école navale, Heydrich était un élève moyen, aussi bien en instruction que dans les disciplines scientifiques et techniques. » De nouveau, il manifeste son intérêt pour le sport, nage, voile, escrime et course à pied. C'est dans l'athlétisme qu'il montre un certain zèle, car il a l'intention de courir le 10 000 mètres et d'y triompher. Puis il pratique une nouvelle discipline, l'équitation. Ce marin montera comme un Ulan. Après la guerre, sa veuve prétendra se souvenir de 2 chutes de cheval. À la suite de l'une d'elles, il se serait cassé l'os nasal, d'où plus tard une courbure accentuée. Pourtant, des personnes proches d'Heydrich ne remarquèrent jamais ce changement, même sur des photos. Cette précision de Lina Heydrich découle peut-être de la maladie familiale, empêchait quiconque de prétendre de son mari que, dès sa naissance, il possédait une caractéristique physique non aryenne. À Murvik, l'aspirant de marine poursuit ses études de russe. Il se donne beaucoup de peine pendant 6 mois, mais sans enregistrer de résultats notables. L'entraînement sportif absorbe la plus grande partie de son temps libre. L'officier de renseignement, arriviste ou idéaliste? D'avril à décembre 1925, l'aspirant de marine Reinhard Heydrich suit de nombreux cours sur les armes. De janvier à septembre 1926, il se retrouve sur le vaisseau de ligne Braunschweig, où il est promu Oberfähnrich, aspirant-chef. Puis on l'enverra à bord d'un autre vaisseau de ligne, le Schleswig-Holstein. À bord du bateau amiral Schleswig-Holstein, Heydrich, à sa propre demande, acquiert une formation d'officier technicien de renseignement. Avec une curiosité passionnée, il se consacre désormais à la radio et étudie tout ce qui surgit de nouveau dans ce domaine. Jusqu'à l'automne 1928, il sert comme second officier radio sur le Schleswig-Holstein. Le 1er juillet de la même année, il est promu enseigne de vaisseau de première classe. Il a atteint son but. Sa prochaine affectation l'attend dans un commandement du service de renseignement. Il remplit pour cela les conditions nécessaires. Il connaît toutes les sortes d'armes et a subi une formation militaire spéciale dans les départements suivants: infanterie, artillerie, service des torpilles, signalisation, navigation en général et renseignement. Il parle les langues suivantes. L'anglais, il a passé l'examen préalable en vue de l'examen définitif d'interprète militaire, et l'espagnol. En russe et en français, il se considère lui-même comme débutant. En revanche, l'officier de renseignement débutant se tient pour un expert en armement général, artillerie et communication par radio. Il possède le permis de conduire les automobiles et motocyclettes. Sa santé ne peut être meilleure, et ses convictions idéologiques ne laissent rien à désirer. Il passe pour un nationaliste dur comme un roc. Ses manières impressionnent ses supérieurs et tous ceux qu'il fréquente. Sa connaissance théorique et pratique de la musique contribuera, du moins l'espère-t-il, à son succès dans la bonne société. Au tréfonds de lui-même, absolument convaincu de la victoire prochaine du national-socialisme, le triomphe qu'Hitler remporte jusqu'alors dans chacun de ses rassemblements politiques renforce son espoir. Son ami von Eberstein le tient régulièrement au courant des progrès du mouvement. Au cours de son service, Heydrich a l'occasion de rendre visite à de nombreuses villes côtières allemandes. À Wilhelmshaven, il fait la connaissance de Hermann Behrens, fils d'un aubergiste. Les 2 jeunes gens se lient d'amitié, surtout parce que la même conception politique les unit. Lorsque les nationaux-socialistes prendront le pouvoir, Heydrich fera venir son ami à son état-major de Berlin, où le provincial célébrera la clairvoyance de l'officier de marine. En 1930, après la victoire électorale écrasante d'Adolf Hitler, Heydrich, sûr de lui, déclarera à Behrens « Maintenant, il ne reste rien d'autre à Hindenburg que de nommer Adolf Hitler chancelier du Reich. Alors, notre heure aura sonné. »
En occupant finalement le poste de confiance d'officier radio et du service de renseignement au département de l'amirauté à Kiel, l'enseigne de première classe est plein de fierté. Il occupe le tremplin qui lui permettra de grimper encore plus haut. À Kiel, capitale du Schleswig-Holstein, qui comptait déjà 200 000 habitants, résidait le haut commandement de la marine de guerre. Une université garantissait une vie estudiantine non dépourvue de distractions, et la Semaine de Kiel, événement sportif, scientifique et culturel international se déroulant chaque année, constitue pour Heydrich une attraction tout à fait particulière. Elle signifiait la fin de cette période de réclusion volontaire qu'il vivait en mer. Ses camarades affirmèrent dès lors qu'après la fin de sa dernière affectation sur un bateau, un changement étonnant se produisit chez lui. Il ne manqua plus un événement mondain et, en tant que violoniste, prit même part à des manifestations musicales. De plus, il s'efforça désormais de tenir ses anciens camarades à distance. Brusquement, il devint plein de méfiance, jusqu'à s'écarter de l'un de ses plus vieux compagnons de bord, le baron Hubert von Wangenheim. Ce dernier a raconté plus tard qu'Heydrich n'avait pas confiance dans les autres. Il redoutait qu'ils le haïssent et ne l'attirent dans un piège. Que craignait-il donc? Voulait-il éviter toute conversation politique? Ou croyait-il seulement qu'on l'observait du fait qu'il occupait maintenant un poste confidentiel? Toujours est-il que des informations importantes passaient par ses mains. Elles comprenaient non seulement des propositions d'avancement ou de congés pour mariage, et des communications entre les bateaux en mer et le commandement naval, mais ce qui transitait par son bureau incluait aussi le récit d'intrigues personnelles à l'intérieur du corps des officiers, ou des rapports politiques pour le service de contre-espionnage. Il lui fallait la plupart du temps transmettre ces informations sous une forme codée. Plus que tous ses camarades, il ressentait l'obligation du silence. Mais il la rompit parfois, estimant qu'il appartenait désormais à un autre univers, plus important, celui justement du service secret. À tous ceux qui le connaissaient, Reinhard Heydrich apparut dès lors comme un étranger. Rares demeuraient ceux qui, lors d'une rencontre fortuite, osaient tout simplement entamer une conversation. On ne l'entendait plus se vanter de ses succès, il craignait la jalousie des autres. Son temps libre lui semblait aussi important que sa profession. Il fréquentait la bonne société, pratiquait la voile, s'intéressait aux femmes et acquit bientôt à Kiel la réputation d'un petit Casanova. Ceux qui se souvenaient encore de cette époque racontèrent plus tard que le blond Reinhard se préoccupait du bonheur des dames, qu'elles fussent jeunes ou âgées. Il savait les divertir. Il possédait assez de charme pour faire oublier son visage accusé, ses yeux bridés et sa voix au perché. Ses thèmes préférés, qu'il connaissait à fond, charmaient les femmes, musique, sport, aventures maritimes, politique, tous domaines dans lesquels il excellait. Mais il maîtrisait également l'art d'écouter, de placer au bon endroit une remarque frappante. Aussi obtint-il bientôt la confiance d'une quantité de personnes bien choisies. Tout comme son père, l'officier du service de renseignement se sentait à l'aise dans la société des grands bourgeois. Il envisageait une promotion rapide qui aboutirait au ministère de la Reichswehr, à Berlin. Que pensait-on de la prestance d'Heydrich à cette époque-là? Il comportait toutes les caractéristiques susceptibles d'en imposer aux autres, celles que le national-socialisme recherchait prioritairement dans son image de l'homme. Déjà dans son aspect extérieur, si le national-socialisme s'était regardé dans une glace, il aurait vu apparaître Reinhard Heydrich. La vision historique d'une élite raciale, vision qui déterminait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.